Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une, cette question, l'expérimentation de l'uniforme à l'école va-t-elle faire flop ? Alors que la clôture des candidatures était prévue pour aujourd'hui, selon RMC, le ministère de l'Éducation l'aurait repoussé au mois de juin prochain en cause d'une mesure qui peine à convaincre sur la centaine d'établissements annoncés comme candidats par Emmanuel Macron. Une quinzaine ont d'ores et déjà fait marche arrière. Des lycéens consultés qui sont contre, c'est le cas par exemple à Beauvais ou encore dans la Sarthe. En Bretagne, ce sont les parents qui se sont mobilisés contre cet uniforme. Pour Laurent Zamekowski, le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves, cette mesure n'est pas à exclure. On trouve que effectivement l'uniforme peut avoir des valeurs intéressantes, notamment un sentiment d'appartenance. Mais on se dit qu'aujourd'hui, lorsque vous imaginez par exemple qu'on parle d'un trousseau à 200 € et que vous le multipliez par 12 millions d'élèves, ça fait quand même 2,4 milliards d'euros à consacrer aux uniformes. C'est un petit peu comme si vous aviez un bâtiment qui s'effondrait et que la seule solution qu'on nous proposait, c'était de repeindre les murs. Néanmoins, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'avoir des élèves en uniforme alors qu'ils n'ont pas de prof devant eux, c'est un petit peu un non-sens et on a un petit peu l'impression que les choses sont faites à l'envers, qu'on se préoccupe de la forme et pas du fond et qu'aujourd'hui l'urgence et notamment les moyens devraient être affectés à ça. Les parents aussi s'inquiètent. Là pour l'instant on nous parle de 50% la collectivité et 50% l'État, mais on voit bien que ça sera pas suffisant. Vous imaginez 200 € pour avoir 5 polos, 2 pantalons et 2 pulls. Pour des enfants notamment primaires qui grandissent vite, qui se salissent, qui déchirent et ainsi de suite. Donc on se dit voilà, on est sur quelque chose qui est disproportionné où les parents vont devoir mettre la main à la poche. Et si demain l'école étant obligatoire et gratuite en France, on demande aux parents de manière obligatoire de payer, c'est la fin de l'école gratuite en France. Laurent Zamekowski, donc au micro d'RMC. Pour lui, il y a d'autres priorités. Trouver par exemple une solution au manque de professeurs ou encore des médecins scolaires, des infirmiers ou des assistants d'éducation. Aujourd'hui, un assistant pour une centaine de collégiens, ce qui est difficile pour surveiller et détecter les situations de harcèlement. L'expérimentation toutefois de cette tenue unique a débuté. C'est le cas à Béziers où les élèves ont d'ores et déjà pu tester leur tenue aujourd'hui. En bref, également, Gabriel Attal était l'invité hier soir du 1945 sur M6. Plusieurs annonces à retenir, notamment sur la question du logement. Le constat est le suivant pour le Premier ministre. Des étudiants qui renoncent à leur formation faute de logement à côté. Il a donc fixé un objectif de 35 000 logements supplémentaires d'ici à 2027 sur les 22 territoires. Il y aura également des logements étudiants dans ce projet. Gabriel Attal qui propose de regarder aussi sur les terrains publics comme ceux de l'État et des collectivités locales. Il entend également simplifier les procédures et réhabiliter les logements existants. On pense également aux bureaux vides. Au volet judiciaire, un ancien cadre éducatif de l'établissement Stanislas à Paris mis en examen pour viol sur mineur. Et les faits remontent à 2001 alors qu'il exerçait dans un collège de Pontoise dans le Val d'Oise. L'accusé a occupé la fonction de directeur de l'internat des étudiants des classes préparatoires également à Stanislas entre 2013 et 2018. Joint par France Info, il nie avec fermeté l'accusation, souligne également que cette mise en examen n'a rien à voir avec cet établissement Stanislas. Il avait été renvoyé d'ailleurs pour faute grave en raison de consultations répétées sur des sites internet à caractère pornographique avec le matériel informatique professionnel. Il était chargé à l'époque de surveiller la nuit environ 400 élèves en internat âgés de 16 à 19 ans. Il occupait aussi la fonction de professeur de musique au collège pour des garçons de 13 à 14 ans. Parallèlement à cette mise en examen, l'ancien éducateur est aussi poursuivi pour des faits de violence volontaire commises contre des étudiants. Il est convoqué au tribunal de Valenciennes, ce sera le 9 septembre prochain. Plusieurs anciens élèves dénoncent des pratiques humiliantes, intrusives ou encore violentes de sa part. Amélie Oudéa-Castéra épinglée une nouvelle fois par le journal Libération et cela concernerait à nouveau ses enfants. L'actuel ministre des Sports aurait mis en contact son cabinet avec le professeur de tennis de la Baule de ses enfants afin de monter un projet de classe sport-études dans cette ville de Loire-Atlantique. Une ville où elle se rend assez régulièrement. Mi-janvier, le syndicat local a révélé un projet d'ouverture dès la rentrée prochaine de 8 nouvelles sections sport-études, notamment tennis et voile, au lycée donc Grand-Air de La Baule. Alors si cette perspective relève en soi d'une bonne nouvelle selon l'organisation syndicale, les représentants du personnel s'étonnent toutefois de la soudaineté de cette annonce et s'inquiètent sur les moyens supplémentaires d'un tel aménagement. Le communiqué note que le lycée baulois concerné a appris
incidemment. La nouvelle par l'intermédiaire du cabinet donc de la ministre, notant que cette dernière a des tâches locales soi-disant. La FSU qui pointe la méthode et qui déplore aussi qu'à aucun moment la communauté éducative n'a été sollicitée pour un avis en conseil d'administration. Dans la foulée, le proviseur de la cité scolaire a démenti ces accusations. Nous vous emmenons à présent dans le village de Saint-Vigor d'Imonville, en Seine-Maritime, où les collégiens et lycéens sont équipés de kits de sécurité. Alors pourquoi, Guillaume ? Alors nous avons un sifflet, comme sur les bateaux, une lampe torche, objectif rassurer les habitants après que 2 jeunes filles aient été suivies jusqu'à leur domicile fin d'année dernière. Pour l'une d'elles, d'ailleurs, les intrus auraient tenté de rentrer au domicile, une initiative qui est saluée par les enfants mais aussi par les parents. Écoutez quelques témoignages au micro d'RMC. Le téléphone, le temps qu'il le sorte, qu'il le déverrouille, qu'il compose un numéro, ça prend du temps. Là, il siffle, on l'entend, on sort. On est à Saint-Vigor d'Imonville, on est tranquille, mais il y a eu des petites choses pas vraiment rassurantes. Donc pour le coup, toutes les initiatives prises pour lutter contre ça sont bonnes à prendre. Alors concrètement avec ce sifflet, lorsque l'enfant va siffler, les gens autour vont donc entendre et ils vont intervenir. C'est une manière de prévenir. Alors toutefois, la maire du village, Sandrine Lemoine, ne veut pas que les habitants justement soient envahis par la peur. Je veux pas rentrer dans non plus une psychose où on empêche nos enfants de jouer dehors parce que moi les gamins ils jouent en vélo dans la commune, ils se baladent, c'est le monde rural. Peut-être un effet dissuasif, en tout cas pour l'instant aucun coup de sifflet n'a été entendu depuis qu'il y a donc eu cette mise en place de cette technique et la maire n'exclut pas d'ailleurs de la généraliser. Espérons qu'il n'y ait pas de terrain de foot à côté, donc de coups de sifflet, évidemment. Pour terminer, un documentaire sur l'usage des écrans sera diffusé samedi soir sur la chaîne Public Sénat. Et si on levait les yeux, réalisé par Gilles Vernet, professeur en classe de CM2, une classe en réseau d'éducation prioritaire à Paris. 10 mois de réflexion autour de l'usage des écrans, 10 jours de déconnexion. Alors était-ce difficile de déconnecter justement à cet âge-là ? Écoutez la réponse de Gilles Vernet au micro de France Info. Pas tant que ça quand on regarde quand ils sont partis pendant ce séjour en pleine nature. Ils ont vite été joués dehors, ils ont vite été au contact de la nature et surtout des liens entre eux. Alors le temps passé en moyenne sur un écran varie entre 4 à 7 heures. Il peut donc grimper assez vite selon Gilles Vernet. Ce qui ressort beaucoup, une fois qu'on a constaté le temps incroyable qu'ils y passaient, c'est le pourquoi. Pourquoi ? Et finalement, ce dont on s'aperçoit quand il se justifie, entre guillemets, il y a évidemment l'aspect addictif, mais il y a toute cette solitude à laquelle ils font face. Alors dans sa classe parisienne, justement, Gilles Vernet a mis en place une technique pour recentrer l'attention des élèves. Écoutez. La respiration du matin qui vient après l'appel que j'ai mis en place systématiquement tous les matins, ils sont très demandeurs. C'est 2 minutes, on va revenir à soi. Ce à soi dont les écrans nous coupent de la même manière qu'ils nous coupent des liens avec nos amis quand on est sur nos portables, avec notre famille et avec toutes les conséquences qu'on connaît. Alors après ce constat qui a été dressé par ce professeur, cette dernière question, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut interdire ou est-ce qu'il faut réglementer ? Écoutez sa réponse. Je crois d'abord dans l'éducation. Plus qu'à l'interdiction, l'éducation, la capacité à avoir du recul, à comprendre les mécanismes est essentielle. Néanmoins, quand on parle d'enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans, arrivés à leur écran, là je pense qu'il faut une réglementation, là je pense qu'il faut des interdictions, parce que les effets, plus on est jeune, plus ils sont dramatiques. Alors face à la presse, Emmanuel Macron avait justement annoncé vouloir réguler l'accès aux mineurs à ces écrans. Un groupe d'experts s'est d'ailleurs réuni. On attend les résultats. Ce sera au mois de mars prochain. En attendant, si vous souhaitez voir ce documentaire et si on levait les yeux, c'est ce samedi sur la chaîne Public Sénat. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.